Nous sommes également dans une sédition et dans une subversion. Il y a un travail d'insurrection, un travail de révolte contre ce que l'auteur appelle les suzerains des vérités définitives. L'auteur, comme il va nous en parler tout à l'heure, d'accord, comme il va nous éclairer tout à l'heure dans ce sens, a toujours montré cette propension à battre en brèche les édifices qui sont définitivement construits et les autorités qui sont là et qui ont pour obsession d'arrêter les vérités et de ne pas laisser bien sûr l'occasion au dialogue, à l'interaction et à la pluralité. On se nourrit du vide pour aboutir au songe. Et le songe, d'après l'auteur, c'est un poème avec un grand P. Et l'auteur l'a noté plusieurs fois. Nous sommes dans cette tendance à écrire un texte total, pour reprendre le terme, bien sûr, de Mallarmé. Un livre total, un livre qui vaut par son côté livresque. Nous sommes là dans le verbe. Et le verbe a toujours montré, bien sûr, sa prépondérance par rapport à l'anecdotique. L'une des caractéristiques que je présente dans cette prémisse, par laquelle je présente, bien sûr, une histoire marocaine, c'est que généralement, le verbe a toujours tendance à montrer sa précédence quand il s'agit de reconstituer une anecdote. Les faits sont là, sont intégrés, sont déployés. Nous avons une anecdote, nous avons des blagues, nous avons la factualité, mais ce qui vaut finalement, c'est le fait ou la littérature ou le littéraire qu'on fait. Donc il s'agit de célébrer la parole, il s'agit toujours dans il s'agit d'aller vers la parole et de célébrer la plénitude. La parole va s'arroger son droit. Et nous sommes là et nous avons l'occasion d'avoir Jean-Christian qui va nous aider à transformer le texte en parole et à la mise au mot, à la mise en parole, bien sûr, du texte. Il y a, nous passons de l'encre à la plume et de la plume à la parole. Bien, donc, tout est question de la parole. Et d'après la tradition néoplatonicienne, d'après Plotin, le silence est la perfection. Et quand il s'agit de parler, de tenir la parole, c'est une manière d'exprimer des imperfections qu'il s'agit de transcender. Donc nous allons voir que dans le texte de Jaïd al-Khalq, c'est une manière de déployer les faits, de donner naissance à la parole, et tous les personnages se mettent à parler, tous les personnages se mettent à deviser. Vous ne manquerez pas de noter que dans ce texte, ainsi que dans les textes qui précèdent, c'est-à-dire Boualoun et l'embrasement, il y a des personnages qui tentent à prendre la parole. Il y a des personnages qui tentent à deviser. Et nous sommes dans la tradition française de Marguerite de Navarre, l'heptaméron, dans la tradition du Décaméron de Boccaccio. Donc les personnages sont là, ils sont en train de parler. Même au beau milieu de l'histoire, une histoire marocaine, nous avons même, lorsqu'il y a la mort de la servante, même en plein drame, les paroles, les personnages sont là, ils sont en train, ou ils saisissent l'occasion pour deviser. Donc là, l'activité, la pertinence de cette tendance et cette passion devisante dans l'œuvre est importante et de premier choix. Donc, il y a cette manière qui a été, ou cette pertinence qui a été exploitée par l'auteur dont je me souviens, je me nourris de vide pour le songe. L'auteur s'arme, nous sommes au niveau de l'encre, et l'encre ne cesse de se transmuer en sang ou de leur absence. Il y a le vide. Alors là, le vide, ça rappelle un petit peu là les conclusions du texte de Flaubert. Nous avons la manière d'orchestrer les anecdotes, les intrigues, mais au bout d'un certain temps, la littérature ne se laisse jamais prendre. Elle se déprend et elle refuse, pour reprendre la plupart des idées qui ont été développées dans la leçon de Roland Barthes, la littérature à un certain moment, au moment où la bourgeoisie a donné l'impression qu'elle est en train d'investir la vie sociale, la littérature se célèbre, mais en tant que primauté, en tant qu'autorité, et c'est dans ce sens que là, le vide, parfois,
est pertinent dans les textes littéraires. Si vous parlez, si vous orchestrez bien sûr des et si vous investissez la parole pour dire des choses, c'est une manière peut-être d'instrumentaliser, c'est une manière de vassaliser, c'est une manière d'inféoder la parole, ce qui relègue la littérature à un plan secondaire, à un plan superfétatoire et à un plan ancillaire. C'est ce qui a été refusé bien sûr. Donc nous sommes dans la modernité. Donc il y a toujours dans le même texte, c'est très bien de partir de ce dernier recueil qui est parlant, et généralement la plupart des écrivains, et c'est le cas de Jaïd al-Dakhla bien sûr, on peut expliquer les traits caractéristiques de son du texte bien sûr, par un texte qui vient par la suite expliciter à l'ancien. Donc on expérimente la langue, on potentialise la pensée par le truchement d'une langue hautement riche vers des patries autres. Nous avons, et comme il le répète, il y a le signe incandescent du soleil. À chaque fois, selon peut-être dans l'inconscient de l'auteur, émerge à chaque fois la dimension solaire, ce qui ne peut que rappeler Albert Camus dans L'étranger. À chaque fois, il y a cette manière de se décharger sur le soleil lorsque Meursault a tiré sur l'arabe. Pourquoi vous avez tué l'arabe devant l'appareil judiciaire? Parce qu'il y a le soleil. Est-ce une façon de dire c'est dans l'air du temps? Est-ce une façon de dire que c'est une manière de mobiliser le cosmos contre l'anthropos, la nature contre l'humain? Ou bien c'est une manière de transcender un petit peu les faits et à retenir un mot ou retenir un élément peut-être qui fédère. Diogène ne cessait de dire « ôte-moi de mon soleil ». C'est un élément bien sûr. Bien, donc il y a la dimension solaire. Autre chose, comme nous allons le voir dans la présentation du roman, et ça sera passionnant bien sûr d'établir les champs dans ce sens, à chaque fois, il y a la récurrence de l'incandescence dans le texte de Jaïd. Et j'aurais tendance dès maintenant à lui poser la question pour situer l'échange dans la psychanalyse de Gaston Bachelard. L'auteur a tendance à marginaliser la dimension aquatique, la dimension aérienne, pour retenir cette composante incandescente qui va permettre une inflammation. J'ai pensé, en lisant ces romans, à cette incandescence, en la rattachant bien sûr à ce qui a été éminemment développé par le grand sociologue Roger Caillois, en insistant sur l'incandescence et en rattachant cette incandescence au peuple, au vulgus, pour employer le terme qui a été exploité parfois à Dlaoui dans « De quel amour blessé ?» Nous sommes dans le vulgus, d'où le mot vulgaire, et nous sommes dans le peuple. Dans une histoire marocaine, il y a l'insertion du peuple, il y a l'exploitation du peuple, il y a l'exploitation bien sûr de la vox populi, dans la lignée de Kherdin. Dès les premières lignes de la légende des vies d'Akunchish, nous avons les gens de cru qui sont là et qui sont privilégiés, qui sont invités de manière peut-être à avoir le dernier mot. Dans la plupart des situations dans l'œuvre dans une histoire marocaine, nous avons la tendance du narrateur à se mettre du côté du peuple, à lui accorder le dernier mot bien sûr. Donc nous sommes dans la vox populi, comme disaient les latins, vox populi, vox dei, ce que le peuple veut, Dieu le veut. À tout moment donc, la parole a été donnée finalement au peuple vers la fin. Nous avons ces tensions qui ont été résorbées. Nous avons le meurtre qui a été orienté dans un sens particulier. Et puis vous avez bien sûr le peuple qui a fini par avoir en quelque sorte cette réhabilitation. On lui a rendu justice. Sans aucun, nous allons le constater, et les questions peut-être iront dans ce sens, il n'y a pas d'extrémisme, il y a la reconstitution du puzzle de la pièce, bien sûr, dans un sens particulier. Bien, donc il y a le meurtre
Et un journaliste a été mobilisé, bien sûr, pour éclairer, pour élucider. Et toute l'œuvre va s'articuler autour de ce travail d'élucidation. Il y a même cette exploration, je reviens sur la parole et sa prédominance, sa primauté, bien sûr, dans l'œuvre. À un certain moment, le narrateur envoie à Shahriyar. Shahriyar qui a tendance à avoir la chair et le récit de la chair. Donc, et nous avons pour également ramener quelques éléments théoriques dans l'œuvre de Jaïd al-Khalq, nous avons deux types d'aventures dans une histoire marocaine. Il y a une mort, une tragédie. Nous avons des faits qui sont macabres, sinistres, mais en même temps, nous avons une deuxième aventure qui a été, je parle de Jean Kelevich dans l'un de ses ouvrages, l'aventure, l'ennui et le sérieux. Il y a l'aventure mortelle, il y a la tendance tragique, il y a la tendance macabre, la tendance sinistre, mais à cette tendance, il y a l'aventure esthétique qui fait contrepoids. Nous avons une manière de compenser. Donc, il y a, là, les faits sont atroces dans leur surgissement, mais ils sont ponctués. Vous avez bien sûr, il y a la mort, et la mort bien sûr a été répétée, a été perpétrée à plusieurs reprises, mais en même temps, c'est une caractéristique qui est récurrente, qui est architectonique dans l'œuvre. À chaque fois, nous avons des scènes érotiques, des scènes sensuelles, nous avons une volupté. Donc c'est une manière un peu de détendre l'atmosphère, c'est une manière d'introduire des lucarnes, une aération par laquelle on peut bien respirer. Donc il y a le meurtre principal dont il est question, c'est le meurtre de Mhend. C'est en raison de ce meurtre que le journaliste a été mobilisé. D'accord? Il a été mobilisé bien sûr pour mener une enquête, d'ailleurs c'est une dernière enquête. Et dès les pages liminaires de l'œuvre, nous avons cette confrontation. Et j'ai lu L'Embrasement, j'ai lu Une histoire marocaine, dans ces romans, mais aussi Je me nourris de vide pour le songe, il y a cette structure qui est récurrente dans l'œuvre, cette rencontre, cette confrontation entre l'individu et puis le collectif. Ou bien l'individu est en train de se soulever et de marquer une sédition contre l'autorité. Dès les premières pages d'une histoire marocaine, nous avons le journaliste qui se célèbre dans sa subjectivité, dans son insularité, oui, par opposition à ce boss, comme il l'appelle l'auteur, à ce chef. Donc c'est une manière. Et c'est un schéma d'ensemble qui va marquer l'ensemble de l'œuvre. Donc l'ensemble, il y a quelqu'un qui est là et qui va ramener dans son camp peut-être le peuple. Le village d'Arbalou est en train de crouler sous le poids de l'autorité de Souka. Le journaliste est en train de crouler sous le poids d'un boss qui ne cesse de faire pression pour précipiter la procédure et terminer l'enquête. Bien, donc, dès les pages liminaires, on lit en quelque sorte, en miniature, l'œuvre. Donc, nous avons, et en même temps, une autre caractéristique de l'œuvre, c'est qu'il y a à chaque fois, et c'est une facilité par laquelle on peut dépasser certaines difficultés lexicales de l'œuvre, à chaque fois, bien sûr, bien la complexité de certaines intrigues, il y a cette manière d'induire et de disposer à l'intention des lecteurs des sommaires. Par exemple, à la page 227, on lit que le meurtre de Mhend n'est qu'une pièce dans un puzzle. Vous avez l'incitation meurtrière de Hafs, Hassin, celui à qui revient le dernier mot, bien sûr, en étant derrière le soulèvement de Souga. Vous avez cette expédition punitive, nous sommes dans la vendetta, cette tendance vindicative de la Vox Populi. Nous sommes également la fin tragique de Aqar. Nous sommes également dans cette trahison d'Ito. Et nous sommes dans l'assassinat de la servante, le viol de Nofissa, la femme de Souga. Nous sommes dans cette brusque disparition de toute une famille d'Ider. Donc, l'auteur a tendance à dire qu'il y a dans le village un certain nombre de faits qui sont macabres et qui appellent peut-être une solution, un remède, une manière de résorber des faits peut-être qui sont là, mais qui doivent disparaître de manière à rendre propice une vie commune, sereine et décente.
Donc à toutes ces scènes macabres, tragiques, s'opposent des scènes où la libido est centrale dans l'œuvre. La libido, il ne s'agit pas uniquement de la libido qui a été exploitée par Freud, mais nous avons plusieurs types de libido dans l'œuvre. Nous avons la libido sensuelle charnelle, qui répète, ou qui se répète, qui revient à chaque fois. Nous avons également, c'est ce qu'on appelle la libido Saint-Siendi, d'après Saint-Augustin, mais d'après également Pascal. Il y a une deuxième libido dans l'œuvre, la libido Siendi. Nous avons la tendance du narrateur à avoir un savoir, hein, à arracher une science, à avoir un tas de connaissances par lesquelles on peut élucider. Mais le narrateur, que fait-il? Chaque fois qu'il y a des personnages qui sont là, au lieu d'être exploités par l'autorité dont on a peur dans le village, il exploite les gens qui sont là pour avoir un savoir qui est derrière le meurtre. Donc on peut peut-être, on saura peut-être qu'on est en droit de défendre la chose. La narration se fait à un certain moment autoritaire. Il y a l'exploitation. Il y a un troisième type de libido, c'est la libido dominandi. Il y a Qaïdaddi, il y a Suga qui fait la pluie et le bon temps, hein, pour reprendre l'expression qui est récurrente dans l'œuvre de Jaïd el-Drab. Donc, nous avons cette libido qui est centrale et qui jouit d'une prépondérance dans l'œuvre. Donc, tous ces éléments nous aident à dire que nous sommes bien sûr dans un paysage où l'autorité du Qaïd, de Suga et du gendarme Karouchi, bien sûr, tous ces éléments constituent un dispositif devant lequel il faut reculer et auquel il faut bien réagir. Donc, les trois orientations libidinales nous aident bien sûr à aller dans un sens qui va être favorisé vers la fin. Les tensions vont être résorbées. Même Hafs, un représentant peut-être de la veine islamique ou islamiste, va finalement être recruté comme imam, hein, pour remplacer Cheikh Abbas. Et puis, il y a des personnages, il y a Ahmed, Omar, Losseux, hein, qui vont finir par s'associer dans un projet. Donc, nous avons un happy end, et c'est une manière de mettre tout le monde peut-être à l'aise. Il y a, et je peux bien sûr, puisque j'ai parlé au début de ce meurtre qui constitue l'envoyé, bien sûr, on peut penser à cette assimilation que l'on peut bien établir entre l'œuvre et Crime et Châtiment de Dostoïevski. Le personnage principal, Raskolnikov, a tué Elena, et toute la suite est une réaction affective. Et le motif principal du meurtre, c'est l'intellect, et nous avons ce chevauchement, cette interdépendance, cette interaction, et ce conflit, bien sûr, de l'intellect. Mais vers la fin, Raskolnikov a fini par se constituer, hein, comme patriarche, comme Moïse. Il y a même cette manière, et le personnage principal d'une histoire marocaine rappelle en quelque sorte cette fin. Là, le Raskolnikov, dans Crime et Châtiment, s'est retiré dans un coin, dans un lieu où il a donné l'impression qu'il est comme Moïse, le grand patriarche. Donc, dans l'œuvre, il s'agit d'une élucidation, comme d'ailleurs dans toutes les œuvres. Et avant de céder la parole à C.G. Drak, je voudrais bien dire un mot concernant, bien sûr, ça, il a travaillé dans son travail, sa thèse universitaire, mais plusieurs essais, plusieurs travaux sur André Gide. Et l'un des titres qui ont toujours retenu mon attention de Gide, c'est Le grain ne meurt. Le grain doit mourir pour se voir dans une collectivité. Merci de votre attention. Et je cède tout de suite la parole à Sigrid qui va vous éclairer sur les arcanes de sa création, sur les secrets qui tiennent derrière, la manière dont il tire les ficelles de ses personnages. Effectivement, donc, accepte de mener à terme la dernière enquête que son patron va lui confier. Hein, donc une enquête sur une affaire de meurtre vite classée. Trop vite classée parce que un écho est parvenu jusqu'aux oreilles donc, du boss et qui a voulu probablement effectivement avoir un papier vendeur aussi
mais peut-être également faire tomber donc des têtes. Voilà. Alors c'est un roman qui traite de beaucoup de sujets. Lorsque le livre est sorti, j'ai entendu autour de moi qu'il traitait des rapports de pouvoir en milieu rural. Je dirais qu'on pourrait y trouver d'autres thèmes. La parenté difficile, le sentiment de culpabilité, cette seconde chance après laquelle courent beaucoup de jeunes de ce pays-là et qu'ils n'auront peut-être jamais. Donc voilà, donc c'est un roman qui pêche peut-être par excès d'ambition. Parce que lorsqu'on se met à écrire un roman, bien sûr, il y a toujours une idée, bien sûr, mais au fil de l'écriture, au fil de l'élaboration, il y a, s'opère comme une espèce d'engendrement des thèmes les uns par les autres. Et c'est cela qui fait qu'au final, effectivement, on peut en recenser une bonne dizaine. Voilà. Voilà, donc, voilà, je suis plutôt ici, parce que je suis convaincu, effectivement, donc, la rencontre est bénéfique surtout pour l'auteur, parce que le débat qu'il peut avoir avec le public est susceptible de lui révéler peut-être des aspects, des choses qu'il aurait mises donc, dans son texte à son insu. Voilà, donc ce n'est pas, je l'ai dit hier aux étudiants donc, des masters du département de français de la faculté des lettres, ce n'est pas crainte de restreindre donc, le sens du texte, je dis tout simplement que l'on est conscient, lorsqu'on entreprend effectivement d'écrire un roman, on est plus ou moins conscient de ce qu'on veut faire, on sait où on veut aller. Mais on ne sait pas si le livre ne dit que ce qu'on a voulu y mettre. Et le livre, bien sûr, dit toujours plus que cela. Alors c'est cette part de Dieu, comme l'appelait Égide, n'est-ce pas, dans cette célèbre petite préface à Palude, ce chef-d'œuvre de la littérature française, cette part de Dieu m'intéresse. Voilà, donc parce que on n'écrit pas les livres pour révéler des vérités. D'ailleurs, je n'aurai jamais la prétention de détenir une vérité sur quelque chose. La vérité n'existe pas pour moi. Tout ce que l'on peut faire, c'est approcher au fil du temps, je dirais en prenant conscience d'une série d'erreurs, approcher peut-être à l'article de la mort une certaine vérité. Voilà, donc c'est effectivement, donc c'est pour cette raison-là que je vais avec beaucoup de plaisir à la rencontre des lecteurs, parce que le livre, déjà, nous révèle à nous-mêmes. Et puis l'échange qu'on peut avoir avec les lecteurs nous permet effectivement de sortir la tête du seau, parce qu'on est effectivement, même si on écrit dans un genre qui se veut plus ou moins conscient, n'est-ce pas? Donc lorsqu'on entreprend l'écriture d'un roman, qu'on le veuille ou non, on est dans l'illusion, mais on est aussi, on a un petit peu la tête dans le bain. Donc publier le texte, le rendre public, c'est une manière aussi pour le lecteur, n'est-ce pas, de prendre du recul par rapport à cela, de sortir un petit peu la tête du bain. Et c'est pour cela donc que je suis parmi vous aujourd'hui pour vous écouter donc parler de ces textes, si vous les connaissez, mais parler de littérature de manière générale, parce qu'il y a toujours des choses effectivement à apprendre. Voilà. Merci Sijaïd de cet éclairage qui est on ne peut plus limpide sur l'esprit qui sous-tend la totalité de son œuvre. Et avant d'ouvrir le débat, et avant de donner la parole à Jean-Christian Marcovici, qui va rendre beaucoup plus sensible à la qualité du texte, j'aimerais bien que Sijaïd réagisse à cette question qui certainement reviendra à chaque fois dans les rencontres. Pourquoi ce titre? Et quelle est la pertinence de ce titre auquel on peut reprocher peut-être d'être un peu fleuve, bateau, général, etc. Oui. Voilà, donc l'explication que je pourrais avancer est toute simple. Ce n'est pas un titre que j'ai choisi, donc, parce que le livre, initialement, devait comporter le titre suivant, comme un cadavre que le flot ramène. Cette fameuse expression, on peut la considérer comme
cela aujourd'hui, comme un cadavre que le flot ramène, mais ça a été rejeté, cette proposition a été rejetée par l'éditeur parce qu'il estime que cet espace lui appartient, donc ce qu'on appelle dans le jargon critique le paratexte. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a quand même parlé, on a discuté, on a échangé nos arguments, et parmi donc les arguments qu'il avait avancés en rejetant cette proposition de titre comme un cadavre que le flot ramène, le fait que ça pourrait effectivement rebuter le lectorat marocain. Il estime que ça évoque dans l'esprit donc des lecteurs potentiels du livre cette traversée mortifère de la Méditerranée. Et il dit, en guise de deuxième argument massu, qu'il y a eu déjà pas mal de publications sur ce thème-là, donc de la traversée de la Méditerranée. Donc j'ai beau lui expliquer un petit peu le sens donc, de l'expression. Donc on a été obligé de composer, bien sûr, de négocier. Et après avoir rejeté pas mal quand même de propositions qui me semblaient un petit peu pas en conformité avec l'esprit donc, du roman, donc on a convenu d'intituler donc le roman Une histoire marocaine. Et les 3 points de suspension, donc c'est à mettre à l'actif aussi de l'éditeur, pour peut-être laisser entendre que cette histoire n'est pas si ordinaire qu'on le penserait. Voilà. Merci. Je ne sais pas si j'ai été... Oui, bien sûr, c'est très clair, c'est très clair. Donc, avant d'ouvrir le débat, on écoute avec plaisir le premier extrait qui sera lu par Jean-Christian Marcovici, qui va donner plus de relief au texte en le mettant en parole, ce qui ne manquera pas de donner encore plus de chaleur à cette rencontre. La terrasse de l'Éden, une auberge dont la vue imprenable donne sur une grande étendue sablonneuse, émaillée d'arbustes épineux et de palmiers nains, je me mis, presque malgré moi, comme au retour de chaque expédition dans les herbes du Sahara, à dérouler dans ces minuscules plis la dernière enquête qui me fut confiée par le quotidien où j'avais travaillé pendant 9 ans, sans que jamais ne m'effleurât à l'esprit l'idée d'y avoir été d'une façon ou d'une autre intégrée. Dès mon installation dans la capitale, je me comparais à un arbre endémique transplanté sur un sol étranger. Et du troupeau où je me trouvais incorporé, je ne pris ni les façons, ni le langage, encore moins les valeurs. Mis à part ce bonheur dont je m'abreuvais insatiablement en contemplant le féerique spectacle du désert sous la lune, c'est à peu près tout ce que me concédait l'ennui où je me décomposais imperceptiblement. Il y a bien sûr l'échappée provisoire que constituaient les circuits que j'organisais une fois par mois dans l'extrême sud du pays, étrange virage que j'opérais dans ma vie à un moment où plus une seule raison ne semblait la motiver. Ni ces éprouvants circuits, ni le féerique spectacle du désert sous la lune, dont je buvais jusqu'à l'extase la splendeur du silence, ne me faisait oublier Mama et son beau visage animé de 1000 joies. Tout en repaissant mon regard de ce paysage splendide sous le grand ciel scintillant, infailliblement d'autres images de cette période douloureuse se projetaient devant mes yeux. Le souvenir entier reprenait vie et, avec une clarté hallucinante, toutes les péripéties du drame me redevenaient nettes et précises. À chaque remémoration, la même question revenait avec insistance, me taraudait l'esprit pour un moment. Qu'est-ce qui me prit ce jour-là de fourrer mon nez dans une affaire qui n'allait m'apporter qu'un supplément de désolation, comme si je n'en avais pas assez déjà? En redemandais-je encore? Je fus semblable en cela à un moine si tarabusté par les énigmes de son moi qu'ils espérèrent de pouvoir un jour les élucider. Alors, lourdement ensanglanté par les coups de cravache secs
qu'il s'est flanqué déjà, il se flagelle sans relâche jusqu'à ce que mort sensorielle s'ensuit. Mon ancien métier a non seulement accentué mon côté maso et ma délectation dans une forme d'autoflagellation, mais il m'a également relativement détraqué la jugeote et asséché le cœur. Un journaliste prend si vigo aux affaires louches et aux scandales qu'il devient insensible comme une branche morte. L'entreprise ne va pas jusqu'au bout. Elle tourne en rond, prétendant se nourrir de sa substance alors qu'elle se mange les pieds sans s'en rendre compte. La vie du journaliste se trouve, à son insu, vite enfermée dans un cercle stérile. Même posture, même suffisance, même muflerie, même insane curiosité. Cela peut durer une vie entière. Quand il arrive qu'on en prenne conscience dans une soudaineté foudroyante, même tard, un sourire radieux, le sourire de la sérénité et de l'apaisement tardivement tenu, illumine subitement le visage des jours à traverser. Me revoilà actif, me dis-je. Toutefois, sans imaginer un seul instant que mon arrivée à Arc-Balou allait déclencher une série de calamités. Une euphorie aveuglante succéda au désespérant sédentarisme professionnel qui me clouait depuis 9 ans dans la capitale, avec pour unique perspective d'échappatoire dérisoire ces descentes gluantes et lourdes qui se multipliaient au fil des ans et profilaient sournoisement un processus implacable de clochardisation dans les entrailles de troquets malfamés d'où l'on s'extirpe à chaque aube grelottante ou aurore féreuse vieillie d'au moins 1 mois. Me voilà enfin rehaussé au rang de mes collègues, réhabilité dans mon statut de journaliste à part entière, après une traversée du désert, vécue non sans peine, en face de l'ordinateur, à compiler, traduire et plagier, sans gêne ni honte, les quotidiens étrangers pour le compte d'une autre. Pendant un certain temps, en effet, n'ayant pas réussi à obtenir auprès de l'équipe dirigeante un crédit définitif pour espérer continuer de publier mes papiers en toute liberté, mon travail fut réduit à la reformulation synthétique d'articles pompés sur le net. Un détour puéril destiné à maquiller ma dégradation. Le patron me confia cette sombre affaire de meurtre dans mon pays d'origine, un patelin perdu au milieu de vallonnements inaccessibles, dessiné par le doigt artiste de Dieu au commencement de la grande création, avec un peu d'arrogance charitable dans la voix et la posture, comme s'il eût offert le paradis en guise, paraît-il, de récompense pour le travail de faussaire médiatique que j'avais accompli avec une abnégation qui n'aurait nullement pâli devant sa consoeur nippone. Profite de l'air des montagnes pour reprendre du bois, vieux. Tu te décatis à vue d'œil et trouve-toi chaussure à ton pied. Merci Jean-Christian. Si on vous demande, M. Jaillet, par exemple, s'il était question d'inscrire l'une de vos œuvres au programme, laquelle choisiriez-vous? Programme par exemple de lycée, de collège, d'université, à laquelle vous êtes beaucoup plus attaché et en laquelle vous voyez peut-être un intérêt qui sera exploité par nos jeunes étudiants, nos élèves, tout en sachant bien sûr que tout est au rabais, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité dans vos œuvres peut-être de susciter, de faire naître cette passion, cet intérêt que l'on pourrait finalement accorder à la littérature et au français? Rapidement, moi j'ai la chance d'être entouré de collègues. Je ne sais pas si c'est un signe de soutien et d'amitié. Et dans ce cas, je me réconforterai énormément dans le travail qu'on mène. Mais en tout cas, ils ont décidé, le premier il y a 5 ans, d'introduire le premier texte de la trilogie
théologie nunite, le joueur de tambourin, dans un programme de lecture. Voilà, donc pour les étudiants inscrits en première année, semestre 1. Quelques années après, à la sortie donc d'Embrasement, un autre collègue, dans un module de littérature francophone, a programmé Embrasement. Et il est enseigné donc aux étudiants du semestre 5 depuis maintenant 3 ans. Et à chaque fois, je suis invité à aller rencontrer donc ces étudiants. Et je peux vous dire que la rencontre est toujours fructueuse. Toujours fructueuse. Donc voilà. Alors le souhait qui m'est cher, on va dire, serait qu'ils intègrent dans le programme justement de ce module de littérature francophone d'autres textes d'auteurs marocains d'aujourd'hui. Parce que j'estime, malgré tout ce qu'on peut dire, malgré l'état des lieux catastrophiques qu'on pourrait dresser au sujet de la lecture et du livre au Maroc, je peux dire que depuis quelques années quand même, on voit émerger de nouvelles voix qui méritent d'être découvertes. Et voilà, donc hier on en parlait donc, avec les étudiants des masters de la faculté. Un auteur comme Rachid Khals surprend énormément. Il apporte une fraîcheur. C'est quelqu'un qui est foncièrement et fondamentalement poète, mais il a déjà commis 3 romans. Et je pense qu'il y a une tentative de régénérer un petit peu le roman marocain par la poésie. Et il y arrive vraiment admirablement bien dans les 3 textes, on va dire, romanesques. Hein, mais ce sont des textes qui se lisent comme étant donc des poèmes. Alors pour en revenir à la question de Hussein, une histoire marocaine, parce que j'estime qu'il y a un léger mieux par rapport aux 2 premiers textes. Donc il y a une perfectibilité, donc voilà, croissante, et une évolution. Et j'aimerais bien que les étudiants, par exemple, de l'université à laquelle j'appartiens, découvrent un petit peu ce dernier texte. Merci. Merci, M. Gilles.